sûr, l'arrivée du Jiu-Jitsu en Europe, elle est liée à une histoire, à un contexte colonial où des Britanniques vont partir, notamment au Japon, et ramener des techniques martiales en fait en Angleterre à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ces techniques martiales vont être considérées plutôt comme des techniques de la ruse, des techniques qui sont celles des faibles contre les forts et qui consistent à retourner justement la puissance de l'adversaire. Donc il se pose la question de leur dimension virile par rapport à une norme justement de masculinité victorienne et qui est incarnée plutôt dans des techniques martiales telles que la boxe anglaise bien sûr. Et du coup, le Jiu-Jitsu, on va considérer que les femmes peuvent le pratiquer puisque c'est pas un art très viril de la lutte. Et qu'en plus, ce Jiu-Jitsu, il est pratiqué y compris par les femmes et qu'il ne déféminise pas trop le corps, il ne déforme pas trop le corps, il ne le rend pas musculeux par exemple. Donc les femmes vont être autorisées à le pratiquer à Londres, un certain nombre de dojos vont s'ouvrir et parmi ces femmes, en fait, il y a beaucoup de militantes suffragistes et notamment des militants plutôt issus de l'Union sociale et politique des femmes, qui est un groupe de suffragistes qui est très lié en fait à la Troisième Internationale, en tout cas qui a des bases socialistes et anarchistes, et qui considèrent, elles, que le Jiu-Jitsu, il faut s'en emparer comme une stratégie globale, à la fois interne et externe au mouvement. D'abord parce qu'elles ont des positions politiques qui sont une critique de l'État, considérant que, en fait, on ne peut pas demander des droits à l'État, alors même que c'est l'État qui nie ses droits et qui est responsable de la situation des femmes. On ne peut pas demander à l'État des protections, notamment en matière de violence ou de précarisation sociale, parce que c'est cet État qui organise de façon structurelle en fait la vulnérabilisation des femmes. Et donc elles vont considérer qu'il faut passer à l'action directe et à l'action directe violente. Donc vraiment destruction des biens publics, elle pose des bombes, agression, occupation, enchaînement aux grilles du Parlement et manifestations et affrontements au corps à corps avec les policiers qui de toute façon en manifestation les chargent avec une violence vraiment crasse. Et le Jiu-Jitsu va permettre d'abord en fait de se protéger des charges de la police, sachant que la police les arrête, les emprisonne, et que du coup, enfin, la répression, elle est extrêmement violente. Et quand elles vont commencer à pratiquer le Jiu-Jitsu, elles vont le faire donc en s'apercevant que en fait cette technique de protection lors des actions, c'est une technique aussi à travers laquelle qui figure en fait une conscientisation féministe, parce que c'est une technique qui va libérer le corps et qui va être utile en fait dans toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire y compris pour se protéger des violences domestiques, y compris pour se protéger des violences au travail. Ces militantes, elles vont commencer à avoir une action globale en fait d'autodéfense féministe où le corps va se libérer et elles vont finalement employer l'autodéfense comme une véritable philosophie de la libération. Et c'est du coup elles vont vraiment théoriser le Jiu-Jitsu comme un art de la lutte féministe, comme une contre-conduite corporelle, et qui va faire émerger en fait une nouvelle norme féministe, qui est l'idée d'un corps en fait non seulement libéré, mais qui a un corps qui explose et qui a un corps qui devient presque une bombe humaine. Et la référence en fait c'était quelques années après quelques années après les premières actions du groupe de suffragistes. Donc là, on est vraiment dans les années 1908, 1909, 1910, 1911. 1912, ça marque la publication du texte de Voltairine de Cleyre sur l'action directe et qui explique justement que la seule possibilité efficace dans la lutte politique, c'est de transformer les corps en bombes humaines et que justement, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action directe. Qu'elle soit violente ou non violente d'ailleurs, en fait, ça n'est absolument pas la question. Pour Voltairine de Cleyre, l'action directe, elle est violente parce qu'elle justement, elle est directe. Et que c'est une contestation très forte de l'action politique en tant que telle, qui est l'idée de passer par des représentants qui, dans un parlement, vont venir défendre des revendications, etc. Pour les suffragistes, en fait, on est vraiment dans cette idée que de l'explosion d'un corps qui est en fait l'explosion d'une revendication.
et qui est aussi caractérisée par l'absence de discours, c'est-à-dire le refus de parler. Il n'y a plus rien à demander, parce qu'on n'obtiendra rien. Il n'y a plus aucune pédagogie à faire, parce que de toute façon, la pédagogie, elle est faite depuis des siècles sur la question de l'asservissement des femmes, et que ça sert à rien. En fait, on ne peut pas demander aux dominants, en leur expliquant gentiment que c'est pas bien ce qu'ils font, que ce serait vraiment cool de redonner les droits, parce que quand même, c'est pas très sympa. Non, vraiment, elles estiment que il faut aller au combat, mais que ce combat, encore une fois, au-delà des actions effectives, vraiment qui sont encore une fois de corps à corps, c'est un combat en fait personnel de libération des muscles.